Voilà, maintenant nous allons parler de financer les infrastructures de mobilité. Donc ça c'est vraiment le nœud du problème, le nœud de la question. Pour en parler, nous avons 4 grands dirigeants d'entreprise qui représentent chacune dans leur domaine des mécanismes innovants de valorisation. Il y a MTR qui est le modèle mondial de valorisation de l'immobilier, JC2Co qui valorise l'information, la communication, la donnée, Keolis qui comme opérateur mondial présent dans 16 pays répartis rien que sur 4 continents est particulièrement bien placé pour parler des avantages et des inconvénients des différents systèmes. Et puis Colony Capital qui pour les modèles financiers est pas mal non plus. Donc, j'appelle à cette tribune, par ordre alphabétique, n'y voyez pas d'ordre de préséance, Jean-Charles Decaux, qui est président du directoire et co-directeur général du groupe JC2Co, Jean-Pierre, bonjour monsieur, Jean-Pierre Farandou, qui est président du directoire du groupe Keolis, Nadra Moussalem, qui est directeur général Europe de Colony Capital, le voici, et Neil Walker, qui est Business Development Executive, European Business MTR Corp. Voilà. Alors, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'ordre de préséance, mais on va commencer par Jean-Charles Decaux. Donc, en lui demandant, est-ce que plus de services et plus d'espace de transport veut forcément dire un budget plus élevé pour les collectivités? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Écoutez, je pense que compte tenu de la nature aujourd'hui des infrastructures de transport, et je laisserai mes collègues et partenaires évoquer cette question, mais il est clair qu'aujourd'hui, d'abord, le niveau d'infrastructure, on vient d'en parler avec M. Dallard sur le Grand Paris, et le niveau d'exigence de nos concitoyens en matière de transport font qu'il est clair que les coûts des infrastructures et l'exigence opérationnelle de celles-ci sont de nature à être très attendues et de plus en plus, dans un certain nombre de cas, coûteuses. C'est la raison pour laquelle je pense que les modèles économiques auxquels nous sommes confrontés et sur lesquels nous sommes invités à travailler deviennent essentiels. Par contre, le travail d'entreprises comme les nôtres, c'est d'être chaque fois plus efficient dans la manière dont nous coopérons, et surtout je parle de coopération parce que je pense que c'est vital, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc dans cette configuration-là, tout ce que l'on peut faire pour créer des partenariats sur ces projets qui sont, je dirais, plus des écosystèmes liés à la qualité de service, à son financement et à son opérabilité dans le temps sont essentiels en pensant que l'usager est au cœur du problème finalement. Et on travaille tous pour une personne, c'est le client final. Et donc ça, c'est un point qui, je pense, est absolument vital dans nos coopérations et dans nos partenariats. Bien. Mais alors pour le Grand Paris Express, on parle quand même de minimum 35 milliards d'euros d'investissement. Est-ce que le type de valorisation que permettent vos activités peut être en phase avec de tels montants ou ça ne peut être qu'une contribution? Non, ils peuvent absolument pas être en phase. Par contre, l'hybridation du modèle, c'est-à-dire d'essayer de co-construire ce type de sujet, est essentielle. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je parlais d'écosystème tout à l'heure, c'est vrai que les aspects publicitaires qui pouvaient apparaître en son temps ou de communication, à la fois pour les voyageurs ou pour les consommateurs ou les citoyens dans ces univers, deviennent de plus en plus pertinents. Et la digitalisation aujourd'hui de nos univers nous permet de commencer à travailler sur des montants qui deviennent significatifs. Alors, il est évident qu'à l'échelle d'un projet comme le Grand Paris, qui est un projet que l'on fait une fois dans un siècle, vraisemblablement, les sommes restent somme toute modestes. Mais comme c'est purement du marginal pour les compagnies de transport ou pour les opérateurs d'infrastructure, ce sont des lignes qui comptent, je crois, et certains de mes amis ici ou partenaires autour de cette table ronde
que je me réjouis de voir, à la fois Jean-Pierre Farandou, Keolis et M. Walker de IMTR, qui sont 2 partenaires à travers le monde, pourront mieux le dire que moi, puisque finalement, moi, je ne suis que leur modeste partenaire de communication et publicitaire. Mais c'est vrai que dans l'écosystème aujourd'hui, nous sommes plus regardés que jamais. Et je pense que la capacité que nous avons aussi à créer des nouvelles interactions avec les audiences, et notamment pour les marques et publicitaires, sans oublier parfois des opérations de naming dans un certain nombre de régions à travers le monde, font que la ligne publicitaire devient une ligne, certes modeste au regard des investissements, mais de plus en plus pertinente sur un certain nombre de projets et de géographies. Alors à l'échelle du Grand Paris, notre contribution sera modeste par rapport aux 35 milliards auxquels vous faisiez référence, mais elle n'est pas nulle. Oui, mais justement, c'est modeste, certainement, mais c'est parfois ce qui permet de faire pencher la balance à l'équilibre. C'est la petite goutte d'eau qui fait qu'un projet devient réalisable parce que il manquait un petit quelque chose et il y a une recette récurrente qui arrive. Tout à fait. Mais puisque mon rôle ici est que je suis dans une maison prestigieuse et où beaucoup d'ingénieurs sont autour de cette table, pendant longtemps, la publicité était perçue comme quelque chose d'accessoire. Bon, globalement, on va en mettre, donc il faut en mettre. Aujourd'hui, elle devient un élément d'environnement et elle devient un élément d'animation de ces grandes gares, de ces grands lieux de transport pour nos partenaires et pour nos clients. Et elle devient non négligeable sur la partie du financement. Et vous avez raison de dire qu'elle aide parfois à l'équilibre ou elle aide parfois à un programme de financement ou de coût opérationnel sur des durées assez longues. Donc oui, aujourd'hui, l'aspect communication, l'aspect publicitaire et notamment la convergence pour l'information aux usagers avec nos propres écrans, nos propres systèmes d'information, permettent à la fois de générer du chiffre d'affaires, évidemment, pour équilibrer un certain nombre d'opérations, mais permettent aussi et surtout d'être en capacité de faire des économies parfois de CAPEX et de coopérationnel sur des gros programmes de long terme en matière de digitalisation et d'information aux voyageurs et aux usagers. Donc ce sont des points à la fois d'économie sur les investissements et sur les coûts opérationnels, et à la fois sur le bottom line, évidemment, d'une opération qui peut, à un moment, être décisive dans le cadre d'une optimisation d'un projet. En tout cas, elles sont beaucoup plus regardées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. On ne peut que s'en féliciter. Justement, avec les villes qui grandissent, les habitudes de vie, de consommation qui changent. Enfin, moi, je prends les transports en commun tous les jours. Je vois tous les gens, ils sont comme ça sur leur smartphone dans la journée. Est-ce que ces nouveaux usages, c'est un champ nouveau c'est un vrai champ nouveau de valorisation ou c'est juste marginal par rapport à ce que vous faites? Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Mais... Non, ce sont des points de convergence. Je pense qu'il y a l'écran individuel dont on fait tous usage au quotidien, à la fois pour sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et puis il y a l'expérience collective de nos univers, où on est plus dans une expérience visuelle, dans une émotion visuelle, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous arrivez dans un certain nombre de ces infrastructures, vous avez les marques les plébiscitent. Et d'ailleurs, force est de constater que le segment qui est le nôtre, de la communication extérieure, c'est le segment qui croît le plus vite avec la publicité sur mobile. Donc c'est 12% les deux. Donc la publicité sur mobile, c'est 12% de croissance par an, la communication extérieure, c'est 12% de croissance par an. Ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, ce sont les 2 formes de communication qui sont plébiscitées par les marques. Elles ne font pas la même chose au même moment, et la publicité collective aujourd'hui pour un certain nombre de marques, à l'heure de l'hyper-personnalisation, devient extrêmement pertinente dès l'instant où on peut les faire dialoguer les unes avec les autres. Ce que nous réussissons à faire maintenant dans un certain nombre d'environnements, notamment dans les environnements de transport plus particulièrement, à la fois dans les métros mais aussi dans les grandes gares. Donc oui, cette convergence va permettre de faire grandir encore le secteur au plus grand bénéfice, nous l'espérons, ne l'oublions pas, des usagers et de nos partenaires, les grandes compagnies de transport ou les grands opérateurs d'infrastructure. D'accord, donc le mobilier urbain, les espaces de voyage, les équipements de transport sont de plus en plus intelligents, connectés. Est-ce que l'avenir va déboucher sur des services de mobilité et moins d'infrastructures de transport Alors, transport d'information, j'imagine. D'abord, il y a à peu près une vingtaine d'années, on avait eu une conviction à l'époque, il en faut, on le sait bien. Certains diront une vision, on va
on va dire une conviction, pour rester modeste, c'était de se dire que les infrastructures légères partagées devenaient de plus en plus importantes. Et j'étais heureux d'entendre M. Dallard tout à l'heure dans son intervention précédente dire que le vélo, en répondant à la question de monsieur, dire que le vélo serait une des courroies, sans mauvais jeu de mots, ou une des chaînes d'approvisionnement des nouvelles 68 gares parisiennes absolument essentielles. Je vous rappelle que quand on a lancé ce produit, je salue mon ami Christian Blanc qui est au premier rang de cette salle, qui a eu cette vision et plutôt qui a réussi à lancer cette opération du Grand Paris en son temps. Et bien avant, on se connaissait et beaucoup de gens riaient de l'innovation des vélos de l'époque. Mais cette économie du partage, finalement, est née avec ce lancement des vélos dits en libre service. Et la conviction que nous avons aujourd'hui avec l'électrification des modes de déplacement doux, et notamment du vélo, mais aussi d'autres formes de mobilité, vont inéluctablement participer d'un écosystème de mobilité qui sera beaucoup plus vaste qu'il ne pouvait l'être par le passé. Mais ça, je ne suis pas un transporteur, donc je ne vais pas prendre du temps de parole à mes amis transporteurs, mais c'est quelque chose avec lesquels nous, on est prêt à les aider sur un certain nombre de sujets quand on peut être pertinent, bien sûr, mais on a la conviction qu'il faut l'organiser. Et on voit bien la limite des modèles de free float, à la fois de trottinettes électriques ou de vélos en libre service, en free floating. Tout ça est quand même globalement aujourd'hui pas très vertueux d'un point de vue écologique, parce que le vélo jetable, ça se saurait si c'était très vert, ou si ça répondait aux critères de l'économie circulaire. Il suffit de voir ce qui se passe dans des territoires lointains ou même pas si loin de nous. Donc je pense qu'il faut structurer et organiser parce que ce ne sont plus des gadgets. Il y a 20 ans, quand on a lancé ces innovations, notamment le vélo en libre service, les gens souriaient. Ils disaient à l'époque de l'Internet, vous allez remettre des gens sur les vélos. On leur disait, oui, notre ambition, c'est de remettre un certain nombre de gens sur les vélos, non pas pour prendre des clients aux transporteurs, bien au contraire, mais pour plutôt accélérer ce dernier kilomètre qui fait parfois la décision de prendre les transports en commun et de laisser sa voiture au garage. Et donc, c'était une conviction qui s'est affirmée, je pense, une bonne vision. Et oui, je pense que ces offres de multiservices de mobilité douce, que nous pouvons financer à travers les infrastructures publicitaires, ont de beaux jours devant eux, en partenariat le plus souvent avec les grandes compagnies de transport et les opérateurs d'infrastructures. D'accord, et ça peut s'appliquer à différentes natures de revenus, ces choses-là? L'avantage du modèle de financement à travers la publicité, qui, comme je disais souvent à certains amis, notamment plus communément appelés les partis verts, je vais vous faire sourire, mais je leur disais toujours, vous savez, il ne faut jamais opposer l'écologie et l'économie. Et d'ailleurs, on le voit bien dans notre pays, pour certains qui ont voulu parfois opposer l'écologie et l'économie, on ne se retrouve pas. Donc ce qui est important selon nous, c'est de dire que finalement, le meilleur moyen de pousser des solutions écologiques, c'est de leur trouver un modèle économique. J'ai cette conviction, nous l'avons, je pense, beaucoup plus qu'il y a quelques années, et qu'il est essentiel de trouver un modèle. Et donc aujourd'hui, je pense que, je disais à mes amis, on parle beaucoup du vélo, il faut remettre des gens sur les vélos, sauf que qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est une société qui vit principalement de la publicité. Après, bien évidemment, d'autres entreprises ont emboîté le pas, mais donc c'est bien de dire, regardons, ce qui est important dans la vie, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours ce qu'on dit. Qu'est-ce qui compte? C'est de parler du Grand Paris ou de le faire? On est tous d'accord pour dire que c'est de le faire. Donc, si on veut une transition écologique qui fonctionne, il faut qu'économiquement pour les usagers, et je parle encore une fois des usagers parce que ce sont les clients de toute cette salle, ils sont citoyens parfois, ils sont consommateurs à un autre moment de leur vie, et ils sont surtout utilisateurs de nos infrastructures, légères ou plus lourdes. Et donc, je leur dis, c'est une société de publicité qui a mis des millions de gens à Paris sur des vélos, alors que tout le monde disait que Paris n'était pas une ville qui se prêtait au vélo. Et même chose en dehors de la France, dans d'autres géographies, et récemment rejoint par, bien sûr, d'autres entreprises. Donc, on peut se féliciter de dire que le modèle publicitaire permet de baisser le coût d'abonnement du vélo, et donc de faire un abonnement. On a commencé à Lyon, je rends hommage à Gérard Collomb parce que ça a été un des premiers à se lancer, en 2003-2004, et à 5 € l'année. Et ça, c'était possible à travers un financement publicitaire qui permettait de ne pas faire peser tout le poids du coût de l'infrastructure sur l'usager final. Sinon, les gens ne seraient pas montés sur le vélo. D'ailleurs, les vélos en free float aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est 1,50 € du trajet. Et peu de gens les prennent. Ou ils les prennent une fois, mais ensuite, quand ils voient le compteur 1,50 € du trajet,
toutes les 30 minutes, ça commence à faire un petit budget à la fin du mois. Donc on oublie que l'usager, quand même, à un moment, il regarde la facture. Donc nous, avec 29 € d'illimité toute l'année, on a permis à des gens de mettre des millions de gens sur les vélos. Et donc, je pense qu'on a apporté notre petite contribution au fait que les transports en commun deviennent de plus en plus aimables, finalement. Et c'est tout le travail qui est fait par les grandes compagnies, notamment celle de Jean-Pierre Farandou ici présent, qui travaille beaucoup sur les infrastructures. Et nous, on essaye parfois de les aider sur un certain nombre de sujets, à la fois sur le financement publicitaire ou sur des méthodes douces comme celle des vélos en libre-service. Voilà ce que l'on essaye d'apporter. Voilà, et puis en plus, les gens, quand ils voient le compteur du free float, de rage, ils laissent l'engin sous un pont ou un truc comme ça, là où l'exploitant ne le retrouvera pas, quand il ne le jette pas dans la Seine. Lors de l'économie circulaire, c'est vrai qu'on peut se demander si le vélo jetable est vraiment la solution. Mais vous savez qu'on a eu beaucoup de mal à faire entendre à certains partenaires le fait qu'il fallait regarder le TCO, ce qu'on appelle le coût total de l'ownership, le total cost of ownership. Combien coûte l'intégralité de la chaîne de valeur? Et finalement, parfois, on s'arrête sur un prix plutôt que sur une valeur. Et ce qui compte dans nos industries, c'est de parler de la valeur apportée au client et non pas parler que du prix. Et ça, c'est, je pense, une équation qui devient de plus en plus importante dans nos grandes opérations d'infrastructure. Nous, plus modestement, des infrastructures légères. J'en conclurai en disant, vous disiez le Grand Paris, c'est important, c'est de le faire, mais c'est aussi ce qu'on peut faire avec. On va transformer la vie des métropolitains, sans aucun doute. Et alors là, on va s'éloigner du Grand Paris en parlant avec Neil Walker du métro de Hong Kong. C'est un univers qu'on ne connaît pas du tout ici, puisque, si je lis bien la note qui m'a été donnée, c'est un métro qui ne coûte rien à la collectivité. Et même, il rapporte et verse des dividendes chaque année aux autorités. Et ça, alors que le prix du ticket est bien moindre que dans la plupart des grandes métropoles. Donc, vous avez une formule magique. Merci de nous l'expliquer. Je sens que c'est important pour nous. Thank you. And firstly, may I thank you for welcoming me here as well. The Hong Kong MTR system works in quite a different way. It is a vertically integrated railway that runs all of the rail services in Hong Kong other than on-street tramways. I think perhaps what's slightly different as well is we have a vertically integrated approach to actually master planning the whole railway from inception. And whether it's from how we include all forms of advertising, whether that's going to be digital or even marketing through our customer apps and so forth. It also includes the opportunity to integrate property development, both from a commercial, from a retail, F&B, and also from a residential perspective. So a very significant part of what we actually gain value from is from the value of land and the capture of that land. So, maybe we're quite fortunate in terms of the way the railways are set up in Hong Kong. But it's actually something we're trying to emulate in other parts of the world as well. So where we have our operations, where we're looking at in London, working alongside TfL and other partners, we look at how we could do the same there. But essentially, value capture is a way of reducing and subsidizing the capital cost of that railway. The continuing management of those estates, we tend to retain all of our commercial and retail estates, and so therefore that becomes a continuing long-term revenue source for the company. And we actually, obviously, we release into the market at the right time the sort of like the residential units that we let. But so, for example, over the next 6 years, we're going to be developing somewhere in the region of 18,000 units, which is on our books for development, which we release into the market, obviously in quite a controlled form. And some of these projects have been going on for some time, and they are, several progressive stages downstream, and we progressively develop them, and we continue to develop more. So, we are continuing to look at further projects. In fact, one of the ones we're looking at the moment, which is in planning sort of consultation stages, is on Lantau Island, where we hope to release another 14,000 units to the market in due course. And so far we have like 90,000 units under our own management. So you can see that as a model, it's very different. It's a model that TfL have spoken to us between ourselves in London,
I haven't been involved with Grand Paris or Ile-de-France Mobility, and maybe similar discussions have been taking place. But it's a model that Transport for London are trying to emulate in terms of how they use the estate that they have to actually deliver more value to the customer at the end of the day, the travelling customer. Oui, mais alors, vous ne faites pas que de l'immobilier. Comment vous faites pour gérer l'exploitation, l'infrastructure et tout ça du métro? Il y a tout ça à faire. Vous êtes aussi une compagnie de transport. J'imagine que ce n'est pas parce que vous avez 90 000 appartements que vous pouvez jeter l'argent par les fenêtres. Il faut le dépenser soigneusement. Naturally, of course. I mean, I'm not from Hong Kong, you can tell. Neither I work in Hong Kong, so I can only speak sort of slightly second-hand. I work in our European business in London and look after our European market. But in terms of how we manage the business in Hong Kong, we are very fortunate in, unlike the UK, we actually are, we manage the track and the train services. So we're able to take a very long-term approach to the investment and maintenance cycles that we implement in the railway. So we're able to take a sort of a very economic view as to how best to deliver the performance we need from the railway versus the capital investment that's required and the current investment that's required. D'accord. Alors pour revenir à la valorisation immobilière, dans le cadre du Grand Paris, si on met bout à bout, enfin si on additionne les surfaces qu'il y a dans un rayon de 5 minutes à pied autour des gares, on aboutit à 130 km² dans des secteurs dont beaucoup sont encore ouverts au développement. Quand vous regardez ça avec votre expertise de MTR, ce que vous êtes en train d'imaginer pour Londres, le Grand Londres, quelle proposition de valorisation et de montage feriez-vous pour contribuer aux 35 milliards qu'il y a à investir autour de Paris? Investir pour le réseau de métro. Well, of course, I think the big difference is always going to be is not necessarily what's adjacent to the station, it's also actually what's planned to be above the station. And generally, those are the areas where, like in London, like in Hong Kong, there's actually some control over the value of that real estate before it gets released into the market. And I think that, you know, I'm sure this has been looked at very, very closely indeed. But it's about how you actually retain that pre-planning value, so that actually the transit authority can take that value capture for itself to then subsidise whatever capital works, whether it's the station works, the railway operation works, whatever it's going to be, in due course. But I think that's always the difficulty. Adjacent land is often owned by private individuals. You know, that value in the market is going up all the time as even transport plans are discussed, let alone before they're realised. So the real secret is to how to keep that that delta, that difference in values, that uplift for the authority itself. Merci beaucoup. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Pierre Farandou. Parce que depuis les origines du projet, Alexandre Missoff a eu la gentillesse de rappeler tout à l'heure que je l'avais suivi ça dès le début. Et au début, donc, il y avait ce monsieur qui s'appelle Christian Blanc, là-bas. Et puis, il y avait Jean-Pierre Farandou qui me rencontrait place du commandant Mouchotte au siège de la SNCF et qui m'expliquait aussi ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est pour ça que je peux dire que depuis les origines du projet, vous avez de grandes ambitions dans le cadre du Grand Paris. Mais depuis, bon, bah, le groupe Keolis a vraiment pris son envol, a pris de l'altitude même. Est-ce que l'Île-de-France est un territoire attractif pour un groupe comme le vôtre aujourd'hui? Oui, bien sûr, la réponse est oui. Enfin, l'Île-de-France, ce n'est pas n'importe quelle région. C'est une des régions les plus dynamiques en Europe. On oublie souvent de se comparer, mais on devrait le faire davantage. C'est vraiment d'autant plus que sa concurrente Londres risque d'être victime du Brexit. Donc forcément, l'Île-de-France a un boulevard devant elle. Dans le monde, c'est une des zones les plus visitées au monde. Donc énormément de touristes étrangers ou d'hommes d'affaires étrangers qui viennent à Paris et plus largement en Île-de-France.
Quand on regarde la France, c'est à elle toute seule 31% du PIB français, hein, quasiment un tiers du PIB français qui se forme en Île-de-France. Tout ça, c'est des enjeux de volume et de dynamisme. Mais ce qui va avec, bien sûr, c'est l'innovation, comme par hasard. Hein, beaucoup de labos, beaucoup de recherches, beaucoup d'envie d'innover. Et puis, c'est un enjeu commercial parce que ça, c'était pas le cas il y a quelques années, ça va le devenir. C'est un marché qui va s'ouvrir. Pendant longtemps, c'était un marché de monopole, dont acte, hein, monopole RATP, on va dire, dans Paris et puis de la petite couronne, et monopole SNCF pour les grands RER. Voilà, c'était comme ça. Et même en grande couronne, il y avait une espèce de droit de ligne qui figeait en fait les positions de manière historique. Bon, dans ces cas-là, quand le marché est fermé, il est peut-être gros, mais il est fermé. Et là, bonne nouvelle pour une entreprise comme la nôtre, qui sommes déjà présents en Île-de-France, mais on est un peu des petits poussets. Mais on est là, on est vaillant, on est actif. Ben, ce marché s'ouvre. Alors ça va prendre des années pour s'ouvrir, hein. Ce n'est pas une ouverture brutale, mais on voit que les bus de la Grande Couronne vont s'ouvrir dès 2021. C'est 1 milliard d'euros, un marché de 1 milliard d'euros. On a ensuite les trains de la SNCF, les RER, qui vont s'ouvrir sur une dizaine d'années, c'est 3 milliards d'euros. Et puis enfin, progressivement, hein, toute l'activité de la RATP, les bus, les trams, les métros, là c'est 5 milliards d'euros. Et enfin, le Grand Paris Express lui-même. Voilà, donc c'est un challenge formidable et c'est absolument stratégique pour un groupe comme Keolis de tenter sa chance, hein, et d'essayer de prendre une part de marché plus importante. Aujourd'hui, on fait quand même 400 millions, donc on est une entreprise active, mais dans les marchés qui nous sont ouverts, donc plutôt les bus, même si on fait déjà du tram-train, on est pionnier en matière sur ce mode-là. On fait des transports de personnes à mobilité réduite. On va revenir, je pense, sur CDG Express. J'espère qu'on sera capable de faire du train bientôt. Voilà, donc 400 millions, 4000 salariés. L'enjeu, c'est un enjeu de part de marché. Aujourd'hui, 4,5%. Demain, j'espère que cette part de marché sera appelée à croître. Ce qui nous plaît beaucoup, j'y reviens, c'est l'innovation. Ça correspond à notre ADN. On aime bien se définir comme des pionniers. On n'est pas les seuls, hein. L'entreprise de Code illustre aussi ce que c'est que d'être pionnier. On aime bien être les premiers, on aime bien être osé. Voilà, donc franchement, toutes les conditions sont réunies pour que Keolis, qui est devenu quand même maintenant un des leaders mondiaux du transport public, avec MTR d'ailleurs qui en fait aussi partie et d'autres, puisse rencontrer le potentiel et l'ambition de ce formidable territoire où on se sent bien, où notre siège d'ailleurs est installé. Donc on est complètement légitime à tenter notre chance et à se mettre dans la course par rapport aux nombreux appels d'offres, aux nombreuses opportunités qui vont s'ouvrir très très récemment sur ce territoire. Oui, alors là, justement, vous avez mis un pied dans l'exploitation ferroviaire, déjà en région parisienne, avec le futur Charles de Gaulle Express, dont il semble que Elisabeth Borne, notre ministre, ait confirmé la construction il y a presque quelques heures, je dirais. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un premier pas sur un territoire où il va y avoir quand même 200 km de lignes nouvelles? Enfin, je ne devrais pas dire de ligne, je devrais dire de ligne à exploiter, puisqu'il n'y aura pas l'infra, ce qui est peut-être une complication pour l'exploitant. Mais de toute façon, ça va être ouvert à la concurrence. Alors vous évoquez deux projets, hein, ils se ressemblent, il y a le mot Express dans les deux, donc il y a le CDG Express et le Grand Paris Express. Donc le CDG Express, vous avez dit qu'on a mis le pied, on a mis l'orteil, hein, le pied n'est pas complètement engagé. Vous savez que ce projet, plusieurs personnes certainement dans cette salle, et on est à la Chambre de commerce et d'industrie, ont beaucoup soutenu ce projet parce qu'il est tellement évident qu'une ville comme Paris ou qu'une région comme l'Île-de-France a besoin tout simplement d'une relation directe, pratique, fiable entre l'aéroport de Roissy, le centre de Paris, et la technique qui permet ça, c'est le ferroviaire. Voilà, donc c'est pas le ferroviaire pour le ferroviaire. Il se trouve que le ferroviaire, on n'a rien inventé de mieux. Enfin, le métro aussi, mais ou le métro ou le ferroviaire. Pour 20 minutes pour faire Gare de l'Est Roissy, c'est effectivement très impressionnant. On a tous souffert des bouchons pour aller à Roissy. On a tous souffert du stress de manquer son avion. Voilà, donc c'est sûr, je suis convaincu que ce service est absolument nécessaire. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Le meilleur des promoteurs de ce projet, c'est le patron d'ADP lui-même, hein, qui est complètement conscient que c'est stratégique pour Roissy d'avoir un accès facile. À l'inverse, si c'est trop galère pour accéder à l'aéroport, eh bien, je pense que pas mal de décideurs dans le monde pourraient y voir un frein. Donc voilà, je crois je pense qu'on est tous convaincus dans cette salle qu'il faut que ce projet aboutisse. Alors il n'est pas très loin, on a encore quelques obstacles. Décidément, ce projet sera méritoire d'être allé jusqu'à son terme. On a la ministre, et je salue son courage, à signer le contrat de concession. Donc a priori, même si le planning n'est pas encore arrêté, ça va se construire. Donc la partie infra va se faire. Reste maintenant la partie exploitation,
où on a encore 2 obstacles. Un obstacle technique qui est l'aval de la planification de la construction. Bien évidemment, nous ne pourrons exploiter que lorsque la ligne sera construite. Donc on a un enjeu de planning qui peut jouer sur le montage industriel, etc. Bon, je pense qu'on va y arriver. On a aussi un enjeu juridique. Bon, je passe vite et je serai pudique. On a voilà, une petite contrariété juridique qu'il nous faut complètement éclaircir pour être serein et que l'État puisse s'engager dans la signature de ce contrat d'exploitation. Voilà, donc on est bien sûr très excités d'être sur ce projet. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'on a essayé d'abord de faire une vraie navette d'aéroport avec du service. Voilà, on parlait de service avec Jean-Charles. Voilà, les gens attendent du service. Disons que la technique, ils ne la voient pas. Elle doit être sans couture et invisible. Ce qui est important, c'est l'accueil, le service, les langues. On ne va pas lâcher l'histoire des bagages. On va vraiment regarder comment on peut enregistrer les bagages dès Paris. C'est tellement utile. Hong Kong le fait, par exemple. Hein. Donc vraiment, la capacité d'enregistrer son bagage dès la gare serait un plus client bien évident. Donc on va vraiment beaucoup travailler pour offrir le meilleur service possible, tout en étant ouvert aux habitants de l'Île-de-France. Hein. Tout ce débat sur le train des riches est complètement ridicule, j'allais dire. Ce train sera largement ouvert aux salariés de l'Île-de-France, aux familles de l'Île-de-France, y compris au plan tarifaire, et on va bien sûr réconcilier l'ensemble de ses clients. Sur le Grand Paris Express, alors là, c'est une autre taille. Hein. C'est effectivement, ça a été déjà évoqué. C'est déjà le chantier du siècle. Ça sera les opportunités de marché du siècle à un moment donné. Ça sera le métro le plus abouti lorsqu'il sera construit. Hein. Il y a des cycles comme ça dans le métro. En ce moment, c'est au Moyen-Orient, par exemple, que les métros les plus modernes se construisent. Eh bien, dans 5 à 10 ans, ça sera à Paris ou en Île-de-France que les métros les plus modernes se construiront. Et donc, il est tout à fait normal que les champions du métro automatique, vous en avez 2 sur cette table, et on va quand même penser à nos collègues de la RATP, donc on est au moins 3, je pense, bien évidemment, à se montrer potentiellement intéressés par ces appels d'offres. On ne veut pas être partout, hein. Je crois qu'il y a 4 lignes, il y aura peut-être 3 lots, on ne sait pas encore, 15, 16, 17, 18, bon, il y aura peut-être Empiro 3 lots, on ne veut pas les 3, on en voudrait un. Voilà. À partir du moment où nous faisons partie des 2 champions français du métro automatique, il nous semble légitime de briguer à au moins en avoir 1 sur 3 ou 1 sur 4. Voilà, il n'y a pas d'hégémonie là-dedans, juste avoir notre part. Alors il faut la gagner, hein. Il n'y a rien qui est donné à l'avance, mais on va essayer effectivement d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Pour ce faire, on va beaucoup utiliser ce qu'on a appris dans nos autres métros automatiques. Alors, si je les caractérise, à Londres, on est à Londres, nous apprenons les exigences d'un client de très haut niveau, Transport for London, qui est vraiment une référence en matière d'autorité organisatrice. Je suis sûr qu'Île-de-France Mobilité regarde avec attention le niveau de maturité de Transport for London. Donc nous savons ce que c'est qu'un client très exigeant. À Hyderabad, en Inde, nous avons appris le métro low cost. Vraiment, on fait beaucoup avec peu. Donc si c'est le sujet de faire du prix ajusté, on est capable de le faire. À Doha, au contraire, alors là, c'est la magnificence. C'est un autre registre. Je ne sais pas si c'est celui-là qui sera choisi, mais on sait faire des choses magnifiques à la hauteur, là encore, d'une exigence de très grande qualité. Et puis n'oublions pas qu'en France, on est les pionniers. Quand on est les pionniers, c'est ceux qui avons démarré les premiers. Donc on a engrangé beaucoup d'expérience. À Lyon, à Lille, à Rennes, énormément d'expérience. Mais c'est ce bouquet de compétences que nous allons proposer. Et j'espère qu'elle nous permettra d'en gagner 1 sur 4 ou 1 sur 3. Bon, on va revenir un tout petit peu aussi au cœur du sujet. Comment se situent les modèles français quand on les compare à ceux qui sont utilisés dans d'autres pays? C'est plus moderne, c'est ringard, c'est... Non, c'est européen d'abord et après c'est français. Dans le mot c'est européen, c'est le poids de la puissance locale publique. C'est-à-dire nous sommes des vieilles démocraties et dans les vieilles démocraties, l'intérêt général est dit, fixé par des élus issus d'élections. Voilà, donc à partir du moment où la mobilité, l'organisation de la mobilité sur un territoire, c'est de l'intérêt général, on a donc ce concept européen d'autorité organisatrice forte qui vont décider la nature du service, la nature des investissements, la tarification. C'est un modèle qui nous va bien. En Asie, vous avez différents modèles, mais j'allais dire c'est presque quelque part beaucoup plus centralisé. Il y a une volonté très forte de peser sur l'organisation générale. Et même, on voit bien le modèle d'NTR, d'aller jusqu'à donner du foncier aux opérateurs, ce qui n'est pas le cas chez nous. En Europe, je ne vois quasiment aucun cas où les villes, quelque part, où les agglomérations ont accepté de donner du foncier aux opérateurs pour qu'ils financent à partir de la valorisation du patrimoine foncier, les investissements ou l'exploitation. Ça, c'est un modèle plutôt asiatique, on va dire, qui va avec une organisation très forte de la ville. Et puis, en étant caricatural, côté anglo-saxon ou américain, c'est très d'intérêt privé. Il y a très peu d'investissements publics, d'ailleurs avec des niveaux justement d'équipement qui sont largement à désirer ou à reprendre, et avec une très large porte ouverte à l'initiative privée.
Voilà, donc d'où Google, d'où Apple, etc., d'où ces boîtes-là qui vont sur la mobilité parce qu'elles n'ont aucune règle, aucune régulation qui les empêche d'y aller, voilà, avec des enjeux stratégiques autour de la donnée. Voilà, donc un modèle d'abord européen, moi qui me va bien, en matière de valeurs démocratiques, il me va bien. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir, qui est quasiment citoyen. Deuxièmement, la spécificité de la France, c'est le pays qui a inventé la DSP, la loi Sapin 1, 1993. Donc cette idée d'organiser des appels d'offres pour mettre en concurrence des lots de services publics de voyageurs, c'est une idée française. Alors elle a été copiée, hein, mais c'est une idée française. Ça veut dire que les boîtes françaises, on a beaucoup d'expérience là-dessus. Ça nous a aidé à peaufiner nos savoir-faire en matière d'appel d'offres. Autre caractéristique française, qui est presque là une exception dans le monde, c'est que dans le cas de ces délégations de services publics, la collectivité donne tous les modes de transport au même opérateur. Donc du coup, nous les opérateurs français, on est natifs multimodaux. Quand je suis à Lyon, j'ai le métro, j'ai le tramway, j'ai les bus, j'ai tout. Quand je suis à Bordeaux, j'ai le tramway, j'ai les bus, j'ai les navettes sur la Garonne. Voilà, on voit bien qu'on est donc natif de l'intermodalité, de la multimodalité, ce qui nous fait basculer peut-être davantage que les autres sur le sens du client, le service au client, le développement du trafic et des revenus. Et d'ailleurs, dans les contrats que nous signons, contrairement à ce que s'y fait dans le monde, on s'engage sur des objectifs de revenus, sur des objectifs de trafic. Et ça fait de nous des opérateurs beaucoup plus dynamiques, quelque part. Donc ça, c'est une force. En matière de financement, c'est en gros le modèle européen. On a une particularité, alors nos amis du MEDEF d'ailleurs la surveillent de près, c'est le fameux versement de transport. Hein, vous savez, c'est une taxe sur les salaires, sur la masse salariale, dès lors qu'une entreprise a plus de 11 salariés et plus. Ça finance quand même pas loin du tiers du coût total du transport public, donc c'est très important. Et honnêtement, moi qui suis à la fois patron et à la fois transporteur, je pense que la synthèse entre les deux, oui, il faut le versement de transport. Je pense que se priver du versement de transport, là, pour le coup, bousculerait complètement le modèle de financement du transport public en France. Par contre, attention, on ne va pas perdre l'esprit, on ne va pas s'éloigner trop de l'esprit du versement de transport qui est fait ou qui était fait pour l'investissement, pour développer les réseaux, construire des lignes, acheter du matériel, etc. Et pas pour financer de l'exploitation et encore moins financer du tarifaire et horreur de l'horreur de la gratuité. Voilà, donc là, il faut faire très attention à l'usage du versement de transport. Et je sais qu'au MEDEF, et je suis solidaire de cette vigilance, on fait très attention à l'usage qu'en est fait. C'est comme l'impôt. À quoi sert l'impôt? Le consentement à l'impôt dépend beaucoup de l'usage qu'on en fait. Donc si c'est pour revenir dans l'économie par de l'investissement, pour améliorer l'offre de transport de manière économique, c'est qu'à le dire, et avec usage des salariés, je pense que le monde de l'entreprise et des employeurs en sera d'accord. Par contre, si c'est fait pour développer des politiques tarifaires généreuses à des fins politiques, voire politicienne, je pense que là, le débat citoyen s'instaurera et s'exprimera de plus en plus fort. Oui, je rappelle pour fixer les idées que le financement, le VT, le versement de transport supplémentaire qui a été pris pour financer le pass Navigo à tarif unique en Île-de-France, c'est les 560 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent des recettes régulières de la Société du Grand Paris, avec les taxes. Donc, quand on dit qu'il manque d'argent pour aller assez vite sur le Grand Paris, il y a un choix politique. Il ne m'appartient pas de dire qu'il est bon ou mauvais, mais il y a un choix. C'est l'ordre de grandeur, c'est ça, en gros. Donc, la gratuité, avec prudence. Oui, la gratuité. Enfin, le client est toujours roi, puisque c'est vos clients qui décident. Alors la gratuité, il faut d'abord rendre à César, comme je l'ai indiqué, la politique tarifaire, y compris la décision de rendre gratuit un réseau de transport, ce sont les élus en charge de la mobilité sur le territoire qui peuvent le décider. Donc voilà, c'est libre administration et gestion des collectivités, c'est leur décision. Après, moi, vous avez compris ce que j'en pensais. Je pense qu'il faut faire attention. Quand on parle de financement, c'est l'équilibre entre ce que paie l'utilisateur du service. Et moi, je trouve normal qu'il paye une partie significative, signifiante, suffisante, puisqu'il utilise un service. Deuxièmement, vous avez après le côté impôt des ménages, impôt des entreprises. Voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Je pense que l'équilibre qu'on avait il y a une vingtaine d'années était le bon, puisque sur les coûts d'exploitation, les usagers, les utilisateurs payaient 50% et les contribuables 50%. C'est un beau symbole, moitié-moitié. Quelques années plus tard, on est à 30 pour l'usager et 70 pour le contribuable. Je pense que c'est trop. C'est déjà il y a une forme de déséquilibre. Quant à la gratuité, d'abord, elle supprime complètement la recette. Qui paye à la place? Ça a un coût. Donc, qui va se substituer à la recette qui aura disparu? Et c'est donc le contribuable qui devra encore payer un peu plus. Ou est-ce que, faute d'argent, on va réduire l'offre?
alors qu'il serait quand même un non-sens complet. Hein. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut au contraire qu'il y ait plus d'offres en mobilité publique pour nos concitoyens. Donc attention. Deuxièmement, la gratuité peut amener une forme de non-respect du bien public. Je pense qu'il faut faire attention au caractère psychologique de la gratuité. On ne voit plus du tout la valeur et le labeur hein, qu'il y a derrière la production du service. Donc je pense que ce sont des sujets qu'il faut manipuler avec précaution, qui renvoient au pacte républicain et qui renvoient au respect qu'on doit avoir par rapport à la chose publique. Je vais être obligé de vous arrêter là, sans ça, Nadra Moussalem va être obligé de vous embaucher. C'est lui le spécialiste de la finance. Alors, Nadra Moussalem, les montages financiers innovants, les délégations, les partenariats publics-privés, est-ce que l'approche financière a des choses à apporter en termes de montage performant pour le financement des infrastructures aujourd'hui? Oui, alors vous n'auriez pas dû interrompre mon confrère parce qu'il est beaucoup plus expert que moi en transport. Bon. Néanmoins, puisque vous parlez de finance, je ne m'arrêterai pas trop au sujet de la finance, puisque en réalité, alors au risque de vous surprendre, les montants dont on parle pour les infrastructures qu'on a évoquées tout à l'heure, en fait, ne sont pas vraiment importants. Alors ils semblent comme ça très importants quand on les cite en faisant abstraction d'autres choses, mais vous avez évoqué tout à l'heure le Charles de Gaulle Express. Quand on réalise que le Charles de Gaulle Express en soi, en termes d'enjeu, est moins important qu'un immeuble de bureau à la Défense, est-ce qu'on ne se dit pas d'un coup, tiens, qu'est-ce qui a le plus d'impact, qu'est-ce qui a le plus d'importance, non ? Et donc finalement, souvent on observe que le privé a du mal à intervenir dans les grands sujets d'infrastructure, peut-être en pensant qu'il s'agit de taille, mais en réalité, je crois que l'obstacle principal dans l'intervention du privé, c'est à la fois la visibilité sur le timing. Dans l'investissement privé, on a le plus grand mal à s'accommoder de sujets qui démarrent à un instant donné et puis dont on ne sait jamais à quel moment vraiment il va se concrétiser, à quel moment il est livrable, à quel moment il commence à produire du revenu. Et puis la deuxième chose qui est très, très compliquée, c'est la difficulté à appréhender les enveloppes. Hein. Lorsque on demande à un privé de financer un objet, si on lui dit un jour que ça vaut 10 €, puis le lendemain ça vaut 20, et puis ensuite ça vaut 40, ça rend la chose quand même très, très complexe. Donc, dans le fond, le sujet essentiel me semble d'être de fabriquer, M. Decaux parlait de modèle tout à l'heure, en réalité, le sujet il est exactement là, c'est comment on met face à du capital privé un modèle investissable. Et un modèle investissable, c'est un sujet sur lequel on comprend combien d'argent est nécessaire et sous quelle forme, à quel rythme et dans quel quantum est-ce qu'on en récupère un retour. Voilà, pour le reste, les modalités elles-mêmes, les PPP, tout ça, ce sont finalement des sujets uniquement techniques qui ne changent pas la nature du sujet. Et ça, c'est dans un environnement qui me paraît plus propice que jamais à l'investissement dans les infrastructures. On est quand même dans un environnement de taux très bas, qui n'a jamais été aussi bas et qui est sûrement parti pour rester très bas. Et on est aussi dans un environnement dans lequel l'investissement alternatif est extrêmement porteur. Alors on l'appelle alternatif d'ailleurs parce que longtemps c'était le parent pauvre au sein des grandes constructions de portefeuille où l'essentiel de l'argent allait dans les marchés actions, dans l'obligataire. Mais moi ma conviction profonde c'est que l'alternatif est en passe de devenir extrêmement central dans les stratégies d'allocation à la fois des particuliers mais aussi des fonds de pension publics, privés. Et donc le capital ne manque pas. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de capital pour financer les infrastructures, pour autant qu'on arrive à les packager dans des modèles attractifs. D'accord, mais quand vous investissez, je ne sais pas, dans un data center, dans de l'hôtellerie ou des choses comme ça, comment est-ce que ou une industrie, comment est-ce que vous valorisez le lien et la proximité avec les réseaux de transport? Si vous voulez, dans toutes les classes d'actifs, la localisation est l'essentiel. Alors après, la localisation optimale est évidemment extrêmement différente d'une classe d'actifs à l'autre. Si vous voulez faire un hôtel de luxe, vous voulez être dans certaines rues du cœur de la ville.
Si vous voulez financer un data center, il ne faut surtout pas être proche d'une infrastructure de transport, non, parce que vous êtes en train de... Bon, d'abord ça vibre, mais surtout vous êtes obligé de prévoir les cas extrêmes où il se passerait des choses désagréables, et donc vous voulez absolument que vos données soient très préservées. Hier soir, on venait me présenter un projet de naturothérapie et on me demandait si je connaissais un foncier qui soit le plus loin possible de toute infrastructure et si possible qui n'ait pas d'accès au réseau télécom. Donc, non, mais tout ça pour dire que, si vous voulez, oui, les emplacements sont cruciaux. Après, le grand challenge, je pense que nous avons tous, c'est d'arriver à anticiper ce qu'on évoquait dans la table ronde tout à l'heure, les voitures autonomes. Je pense que la clé pour les gens qui investissent dans des sujets qui sont autour des infrastructures de transport, c'est de comprendre comment le déplacement en véhicule autonome va bouleverser la fluidité et la rapidité des déplacements. Puisque des zones qui hier étaient, ou qui jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, étaient inattractives du fait de leur éloignement ou du fait de la congestion et de la difficulté d'aller à un point à un autre, vont demain devenir des zones tout à fait accessibles et tout à fait agréables. Et donc, à ce titre, il faut réussir à anticiper la manière dont on prend position autour des différentes zones. Et on retrouve ces phénomènes-là, que ce soit dans le logement ou également dans le commerce. Historiquement, si on regarde en arrière, le modèle prédominant était de prendre sa voiture pour aller dans des centres commerciaux et utiliser de très grands parkings pour aller faire ses courses. Aujourd'hui, en fait, on a un effet inverse qui est de voir des colis qui viennent envahir les centres-villes. Et on voit bien que ni l'un ni l'autre ne sont des modèles parfaits. Et donc on peut penser qu'à terme, il y aura une vraie convergence entre le transport physique via de l'infrastructure, le déplacement des personnes et le déplacement des objets. Et il est fort probable qu'autour des grandes infrastructures de transport demain, il y aura des lieux qui permettront à la fois aux individus d'opérer, de travailler et d'échanger, mais également aux objets et aux colis de pouvoir être packagés et d'être livrés de manière efficace. Alors, il n'y a plus pas beaucoup de politiques décisionnaires, et Thierry Dallard est parti. Colonie Capital est très engagé dans le projet Grand Paris. Je vous ai connu en faisant la promotion à l'étranger. Si vous aviez un conseil à donner à préconiser pour résoudre l'équation à 35 milliards d'euros, Écoutez, oui, alors mon engagement, c'est avant tout l'engagement d'un groupe américain qui a choisi la France comme son siège pour l'Europe. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça semblait très créatif et très, très innovant. Bon, vu d'aujourd'hui, à l'heure du Brexit, ça semble plus naturel. Et du coup, on finit toujours par investir plus dans les zones qu'on connaît mieux et dans lesquelles on a plus de facilité. Et finalement, je suis mal placé pour faire des préconisations ou donner des conseils, mais néanmoins, il me semble que pour attirer ce capital, la clé, c'est de permettre à d'autres d'avoir le même confort et le même sentiment au moment de prendre des décisions d'investissement dans le territoire. C'est sans doute la simplification et la création de liens entre les territoires et entre les cultures. On a entendu des témoignages de gens qui opèrent en Asie. Ils ont finalement des enjeux qui ne sont pas si fondamentalement différents, même si, oui, l'environnement politique n'est pas le même et les leviers de décision ne sont pas les mêmes. Mais dans le fond, si vous permettez aux étrangers de comprendre quels sont les ressorts, quelles sont les opportunités du territoire, il n'y a aucune raison de ne pas penser qu'ils n'investiront pas. Et à propos d'étrangers, Colonie Capital, donc on est un aussi. Vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par le projet pour investir dans le projet Grand Paris ? Absolument, oui, mais nous investissons, enfin encore une fois, nous investissons aujourd'hui à travers toutes les classes d'actifs, tout secteur confondu. Aujourd'hui, notre focus principal en termes d'infrastructure, c'est plutôt l'infrastructure numérique, donc tout ce qui est réseau cellulaire, fibre optique, tour télécom, data center. Et on a démarré là parce que c'est là qu'on a vu des supports qui étaient immédiatement investissables pour nous.
Mais demain, dans le cadre d'autres opportunités, nous serons ravis d'élargir la gamme de nos interventions. Je vais vous faire une confidence, je le savais, mais c'est mieux si c'est vous qui le dites. Bon, bah, tant mieux, alors je suis content d'avoir eu la bonne réponse. Merci. Bien. Ben, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cette table ronde. Il me reste à vous remercier. Je me tourne vers l'organisateur pour savoir si on vous accorde une récréation, pour consulter vos messages, puisqu'on a beaucoup parlé de numérique, ou si on embraye directement sur la suite. À moins qu'il y ait une question dans la... Mais suivant la disponibilité de nos intervenants sur la séquence suivante, on va peut-être, si vous voulez faire un petit break café entre les deux tables rondes, ou sinon on embraye directement avec la table ronde suivante. Bon, on embraye directement donc sur la qualité du voyage, le temps de trajet.